Cet épisode a été enregistré en haute définition et certains détails sont assez fins. Il est donc recommandé de le visionner dans l'obscurité, sur un écran offrant une définition suffisante. Et avec un bon système de son, c'est encore mieux. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce deuxième épisode consacré à la reconnaissance des constellations et l'observation du ciel profond du printemps, donc de la deuxième partie de nuit des constellations du printemps, mais qui correspond au début de la nuit pour le mois de juillet. Je vous propose donc à la suite de l'épisode précédent, vous avez le lien dans la description, de repartir donc en commençant par la constellation du Bouvier, nous intéresser à la couronne boréale, à la constellation d'Hercule qui est bien évidemment incontournable en cette période de l'année, et à nous intéresser à la constellation du Serpentaire et du Serpent, mais ensuite, bien sûr, le triangle d'été, qui sera vraiment une des stars de l'été, bien sûr, à savoir la constellation de la Lyre, du Cygne, de la Flèche et donc de l'Aigle. Il y a énormément d'objets très intéressants à observer sur cette période de l'année, des objets qui sont beaucoup plus diversifiés que sur la première partie du ciel de printemps, puisque là on ne va pas être uniquement sur finalement quasiment que des galaxies, mais là on va avoir à la fois des nébuleuses planétaires, on va avoir donc des amas globulaires, des amas ouverts, et aussi des nébuleuses. Donc il y a quand même beaucoup de choses, des choses qui peuvent être aussi photographiées avec un appareil photo grand angle, hein. Donc le panorama je l'ai fait avec le Sony A7R II et l'objectif Samyang 14 mm, et on peut s'amuser aussi à photographier bien évidemment la Voie lactée de cette zone qui est extrêmement riche dense en termes d'étoiles, mais également en nébuleuses de grandes dimensions comme la Gamma Cygni Nebula, ou bien sûr la nébuleuse de l'Amérique du Nord et du Pélican. Mais bien évidemment, ces objets-là, on peut aussi s'intéresser à de la photographie avec un télescope cette fois, si possible un appareil photo défiltré. Il y a énormément vraiment de choses intéressantes en cette période de l'année, sans oublier bien évidemment l'observation avec tout simplement une paire de jumelles, si possible, sur un trépied. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Je vous souhaite donc la bienvenue sur cette deuxième partie de cet épisode consacré aux constellations du printemps, mais également aux constellations du début de l'été, comme nous allons le voir. Donc dans la première partie, nous avons vu la constellation du Lion, qui se situe sur la gauche pour l'hémisphère nord de la constellation du Cancer avec son amas M44. Nous avons vu la constellation de la Vierge, nous avons vu la constellation du Corbeau, et plus au nord, nous avons parlé bien sûr de la constellation de la Grande Ourse, de la constellation de la Chevelure de Bérénice, et nous avons abordé très rapidement la constellation du Bouvier avec Arcturus. Donc au final, ça nous donnait le triangle du printemps orienté pointant vers l'ouest, avec donc Régulus du Lion, avec Spica de la Vierge et avec Arcturus du Bouvier. Donc nous allons passer sur un deuxième panorama. Vous allez noter que ici nous sommes donc à Villeneuve-d'Ascq, quelques kilomètres à l'est de l'île, et nous allons passer dans une zone où le ciel est nettement meilleur et vous allez tout de suite voir la différence. Donc voici le deuxième panorama sur lequel nous allons travailler. Vous pouvez noter que le ciel est nettement plus sombre et qu'il y a beaucoup moins de pollution lumineuse. Donc la raison en est toute simple. Autant nous étions ici sur cette zone violacée, magenta de la métropole lilloise. Je rappelle que le blanc c'est l'échelle 8 sur l'échelle de Bortle. Et là nous sommes sur la zone jaune ici. Et un beau jour je vous amènerai sur une zone verte, puis ensuite des zones bleu foncé. Vous pourrez voir la différence avec le même appareil photo numérique. Donc ce deuxième panorama, vous pouvez voir qu'on est à 16h46 d'heure sidérale locale, c'est-à-dire qu'on est 4 heures plus tard. C'est un panorama que j'ai fait le samedi 30 mai 2020 à 1h52 heure française. Et vous pouvez voir effectivement que le ciel a évolué. Donc si vous regardez
plein ouest, et bien qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la constellation du Lion est en train de se coucher avec effectivement donc la lune qui commence effectivement à se rapprocher de l'horizon. Vous pouvez voir bien sûr que la grande ours, cette fois, elle est complètement en train de plonger du nez, donc là il y a vraiment une grande différence d'angle puisqu'elle était complètement au zénith sur le panorama précédent. Et donc à partir de la grande ours, ici quand vous allez sur la droite, vous voyez la petite ours, elle est bien évidemment là encore à nouveau pas du tout dans la même direction. Le triangle donc du printemps que nous avons vu la dernière fois, vous le retrouvez sous une orientation finalement assez similaire, mais cette fois beaucoup plus proche de l'horizon, et il est en train de commencer à plonger sous l'horizon. Donc nous allons repartir de notre constellation du Bouvier et de l'étoile Arcturus, et nous allons donc pour la repérer, bien sûr vous partez de la grande ours et vous allez prendre la queue de la grande ours en allant vers la gauche comme ça. Donc il n'y a pas trop de difficultés pour aller retrouver donc Arcturus de la constellation du Bouvier. En plus de ça, elle a la propriété d'être une étoile jaune-orangée, donc elle est assez caractéristique. Alors ça ne transparaît pas dans ce panorama 360, mais il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Alors nous allons commencer notre visite cette fois de cette deuxième partie de ciel à partir de la constellation donc du Bouvier, et nous allons nous intéresser à un amas globulaire qui se trouve donc à côté de la constellation du Bouvier, mais aussi à côté de la constellation donc de la chevelure de Bérénice. Donc la constellation de la chevelure de Bérénice, elle a un petit peu changé d'orientation. Donc on la retrouve ici, on la repère grâce à ce petit amas ouvert là qui est assez évident. Et donc elle nous fait ce triangle là. Notre amas ouvert, on va le retrouver là aussi au point rouge, avec un tiers entre cette étoile là et cette étoile là qui correspond à cette étoile double de la constellation, enfin c'est pas vrai, une étoile double réelle, de la constellation donc du Bouvier. Et donc quand vous faites le tiers ici, vous allez tomber ici, et on voit une petite nébulosité, donc je vous renvoie au panorama 360 que vous pouvez trouver en lien dans la description bien sûr, et vous avez donc une première cible à observer. Il s'agit d'M3, il s'agit d'un amas globulaire. Cet amas globulaire, vous pouvez le photographier par exemple avec un télescope de 800 mm de focale et un Canon EOS 450D par pause de 10 secondes. Là, il y a 35 x 10 secondes. Vous voyez qu'on commence déjà à avoir du signal, donc bien sûr le fond de ciel il n'est pas top, hein. Là il n'y a que 35 photos, 32 photos, mais on a quand même déjà pas mal de signal observable. Alors les amas globulaires, avec un télescope, vous allez les observer avec tous les grossissements que vous offre votre télescope à partir du plus faible jusqu'au plus élevé. Après cela, nous allons nous intéresser cette fois au côté est de notre constellation du Bouvier. Donc sur la gauche, vous allez trouver la couronne boréale, donc là, on va pas chercher à aller observer d'objets, j'en ai pas trouvé. Par contre, elle est quand même très facile à distinguer, là quand le ciel est clean, il n'y a aucun problème. Mais on va aller nous intéresser à une constellation importante qui est la constellation du Serpent et du Serpentaire. Donc cette constellation du Serpentaire, en fait, vous allez la repérer assez facilement à partir de la constellation, ici, de la constellation du Scorpion. Vous avez Antares, son étoile principale, là encore une étoile rouge, donc une géante rouge. Vous avez ce groupe d'étoiles là verticales qui est très caractéristique. Vous avez la constellation de la Balance ici à droite qui nous fait deux petites queues là comme ça. Donc on les avait déjà vues rapidement la dernière fois, mais sans insister dessus. Et au-dessus de la constellation donc du Scorpion, vous avez la constellation du Serpentaire. Donc elle se distingue par 1, 2, 3 ici. On remonte 4. Et là ensuite on va avoir un groupe 1, 2, 3. Attention à ne pas confondre, cette étoile n'en fait pas partie. Et puis ensuite on va redescendre ici. Sur la gauche, vous avez un groupe d'étoiles qui fait toute une grande queue finalement là, qui va continuer comme ça. Et sur la droite, vous avez un autre groupe d'étoiles qui va remonter comme ceci, jusqu'à un triangle ici. Il s'agit de la constellation du Serpent. C'est une constellation qui a la caractéristique d'être en deux parties. Une première partie à l'ouest et une deuxième partie à l'est. Et vous avez au centre donc la constellation du Serpentaire. Ce qui va nous intéresser, c'est effectivement d'aller nous intéresser, de repartir donc de la constellation du Serpent et de la tête du Serpent. Et nous allons essayer de rechercher l'amas M5. Donc l'amas M5 n'est pas facile à trouver.
Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas spécialement d'étoiles brillantes à proximité. Nous avons la constellation ici de la Balance avec cette étoile-là. Nous avons les deux pieds de la constellation de la Vierge. Donc nous en avons un premier ici, nous avons un deuxième ici, donc celui-là il va nous aider très clairement. Ensuite nous avons de la constellation du Bouvier Arcturus, vous avez une étoile brillante ici, donc elle peut nous aider également à nous repérer. Vous avez tout le coup du Serpent qui est ici. Et en fait il va falloir travailler en triangle finalement par rapport à tout ce petit monde. Et c'est là où ça devient un petit peu plus difficile. Donc le moyen le plus précis, quelque part, c'est de partir de cette étoile, donc du pied supérieur de la constellation de la Vierge. Vous avez une étoile ici, vous faites la symétrie, vous tombez ici, et là vous voyez un petit halo. Donc là aussi, c'est pas très évident avec la compression de la vidéo, mais vous arriverez à la trouver avec le panorama 360. Donc cet amas est très sympa aussi à observer, à photographier, 35 par 10 secondes avec le Canon EOS 450D. Si vous allez sur un appareil type Sony A7S avec des pauses de 30 secondes, là vous avez 56 x 30 secondes, vous commencez à avoir un spectacle franchement assez intéressant et assez dense. Donc bien évidemment on a un résultat qui est sublimé par rapport à une observation au télescope, mais néanmoins on a quelque chose donc de photographiable. La caractéristique, c'est que vous avez donc cette étoile numéro 5 de la constellation du Serpent qui est juste à côté. Donc ça peut permettre de distinguer en étant certain d'être sur le bon amas globulaire. Donc quand vous prenez cette photo de M5 et vous faites une résolution astrométrique, ce qu'on appelle un plate solving avec PixInsight, vous trouverez des tonnes de galaxies tout autour, et donc là ça fait partie des belles surprises de cet amas globulaire. Bien sûr vous ne les verrez pas au télescope, par contre vous pourrez les photographier si vous posez suffisamment longtemps. Donc quand on s'en rapproche, bien évidemment on repère des toutes petites tachouilles là dans les ronds. Donc là on est sur des galaxies de magnitude, magnitude 15 sans problème, 16, 17 quelquefois. Donc là il y a vraiment... il y a vraiment du monde quand même sur cette photo. Alors ça c'est une photo que j'ai faite là cette fois en pleine ville, sans filtre contre la pollution lumineuse, avec quasiment pas de protection contre les lampadaires, etc. Ça rentrait dans tous les sens dans le télescope de 400 mm, par contre c'est une photo que j'ai faite avec le Sony A7S sur le télescope de 400. Et là vous pouvez voir que donc on a quand même pas mal de monde. Donc ça c'est pour les propriétaires de télescopes type Dobson FlexTube de chez Skywatcher. Vous allez avoir la possibilité de pouvoir photographier cet amas également. Donc là j'étais à 220 ou 230 photos par pause de 2 secondes seulement. Mais comme c'est un télescope de 400 mm, eh bien, il y a tout le diamètre du télescope qui parle et qui accumule énormément de lumière, même en l'espace de 2 secondes. Donc bien sûr la photo elle est loin d'être parfaite. Pour diverses raisons techniques, j'avais de la lumière qui rentrait dans des interstices, etc. Donc forcément, le fond de ciel est dégueulasse, mais ça montre... Moi, mon objectif, c'était de régler le correcteur de coma, et j'ai absolument pas de coma sur cette photo, donc c'est très intéressant. Nous allons continuer cette fois notre visite avec une autre cible. Nous allons nous intéresser à la constellation d'Hercule. Alors la constellation d'Hercule, pour pouvoir la repérer, il y a un moyen mémotechnique assez simple, enfin, un mémotechnique peut-être pas, mais un moyen assez simple. Vous avez le triangle d'été, qui est constitué de la constellation de la Lyre, ici, la constellation du Cygne, ici, et la constellation de l'Aigle Altaïr. Donc c'est un grand triangle avec 3 étoiles extrêmement brillantes qui pointent vers le bas, et vous prenez celle d'en haut à droite. Vous avez Arcturus que nous avons vu dans l'épisode précédent, ici, et vous faites un tiers en partant de la Lyre en direction d'Arcturus, et vous tombez à peu près ici. Et vous inclinez un petit peu la tête vers la gauche, et donc vous voyez ici un très beau trapèze, donc qui est le trapèze d'Hercule. Donc la constellation d'Hercule, quand on va la regarder à travers une application sur smartphone, on reconnaît un peu plus sa forme, elle a des tentacules un peu dans tous les sens. Vous avez un bras vers la gauche ici, vous avez un deuxième bras vers la droite, voilà. Vous avez un pied ici vers la droite, et vers la gauche vous avez entre guillemets 2 pieds, c'est un peu étonnant, voilà, qui font ces 2 directions là.
Voilà. Et celui-là va pas loin de la constellation du Serpentaire, donc il ne faut pas confondre, hein. On est vraiment juste à côté. Donc là, nous avons 3 cibles intéressantes à observer dans Hercule. Et on va commencer par un grand amas d'Hercule, mais ce n'est pas celui auquel vous croyez. En fait, si vous prenez la tête du serpent qui est ici, ce petit triangle, si vous prenez ce pied d'Hercule qui vient ici, et bien entre les deux, vous avez une surprise, vous avez ce groupe-là de 5 étoiles, vous en avez 3 ici alignés et vous en avez 2 là. Donc c'est ce que je vous montre à gauche avec le smartphone. Et quand vous utilisez Sky Safari qui contient des catalogues de galaxies complètement dingues, vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Et donc cette zone-là, quand vous la photographiez avec un long temps de pause, donc là en l'occurrence on a 71 x 30 secondes, donc 35 minutes de pause, avec le Sony A7S sur le Photostroke, eh bien on retrouve nos étoiles bien sûr. Alors vous pourrez noter d'ailleurs pour la petite histoire qu'on retrouve les traces d'aigrettes. On voit une espèce de halo coloré là, c'est parce que j'avais un filtre contre la pollution lumineuse, j'étais pourtant sous un bon ciel, mais parce que j'allais faire une nuit sur les nébuleuses et je voulais éviter d'avoir à refaire la mise au point et les flats pendant X fois pendant la nuit. Ça a été une erreur, hein, très clairement. Et la dernière chose, vous pouvez voir ces traits irisés là, il s'agit du fait que le chanfrein, donc le bord du miroir primaire, n'est pas parfait du tout et que je n'ai pas de masque. Donc si vous avez ces flammes comme ça, eh bien c'est qu'il faut masquer le bord de votre miroir primaire. Donc là sur cette photo vous pouvez voir des trucs un petit peu vaporeux, mais c'est pas forcément très évident. Par contre si vous passez dans une résolution astrométrique, eh bien vous voyez que vous avez énormément de galaxies. Donc il s'agit de l'amas de galaxies Abell 2151 et qui entoure la galaxie notamment NGC 6047, voilà, qui va être au centre. Donc là, quand on commence à aller sur une vue vraiment proche, vous pouvez voir que vous avez un nombre de galaxies absolument fou. Donc là aussi, et toutes ces galaxies sont vraiment sur une réalité physique les unes par rapport aux autres. Donc comme l'amas de la Vierge et comme l'amas de la chevelure de Bérénice que nous avons vu dans la première partie de l'épisode. Alors bien sûr, nous avons un deuxième amas dans Hercule qui est très célèbre, il s'agit de M13. Donc si nous reprenons notre trapèze du centre, vous faites le tiers sur la branche droite en partant du haut droite vers le bas droite, et vous tombez ici. Donc on peut même les deviner là sur cette vue de ce panorama 360. Et donc l'amas d'Hercule, il est très célèbre bien évidemment. Voici l'amas d'Hercule tel que vous pouvez le photographier avec un Canon EOS 450D sur un télescope de 200 000. Et donc là il s'agit simplement de 31 x 10 secondes avec un bon ciel. Donc vous pouvez voir qu'il ressort très vite et il n'y a pas besoin d'autoguidage pour le photographier. Vous pourrez noter que vous avez des étoiles qui sont plutôt orangées et vous avez des étoiles qui sont plutôt un peu bleutées. Et donc ça c'est assez caractéristique de pas mal d'amas globulaires. Donc on est plutôt sur des étoiles qui sont déjà un petit peu âgées. On peut le photographier également avec le Sony A7S, cette fois sur le 200-800, mais avec un traitement beaucoup plus poussé. Donc en fait il s'agit d'un traitement ce qu'on appelle drizzle, qui fait qu'on va multiplier par 2 la taille de chacune des photos et qu'on va les aligner en dixièmes de pixels. Donc en fait l'alignement sera moins crénelé, sera plus précis, et que donc quand on passe en plein zoom, eh bien on peut voir un spectacle magnifique, un nombre d'étoiles magnifiques. Alors bien sûr, sur la prise de vue, le centre de l'amas globulaire n'était pas saturé comme ça, c'est vraiment au traitement que ça ressort comme ça derrière. L'important et l'objectif c'était d'aller révéler toutes ces étoiles qui y a en périphérie. En fait, l'amas M13 est tellement énorme que quand on se repère par rapport à ces 2 étoiles, vous voyez très bien la différence de couleur de ces 2 étoiles. Eh bien vous pouvez voir qu'il vient les tutoyer. Alors, les plus petites étoiles là, elles sont vraiment juste à côté de ces 2 grandes étoiles. Donc c'est là où on comprend vraiment que l'amas M13 est absolument énorme. C'est pas le plus grand du ciel bien sûr, c'est l'amas du Centaure qui est plus grand encore, mais celui-ci est quand même vraiment fabuleux à observer et à photographier. Donc il peut se photographier bien sûr avec à peu près tous les setups là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas forcément besoin d'autoguidage. Alors bien sûr avec mon télescope de 400 mm j'ai fait l'essai en pause courte là encore. Donc j'ai une table équatoriale qui est peu précise et voilà ce qui peut effectivement donner
Donc là j'ai des temps de pause qui sont bien sûr beaucoup plus courts, puisque c'est 65 fois 6 secondes. Et vous pouvez voir, et donc j'étais en métropole lilloise en plus, donc le ciel n'est pas parfait, mais vous pouvez voir qu'on a vraiment beaucoup de signal également. Nous allons continuer notre visite avec un autre bel amas. Il s'agit de M92. Donc pour trouver, nous avons vu que M13, nous le trouvons à partir du premier tiers, il est vraiment pas difficile. M92 est plus difficile, donc on va repérer le bras gauche là. Donc il fait ça, le bras gauche. Donc de notre constellation d'Hercule, en partant de là. Et là-dessus, il va falloir repérer en fait les 2 étoiles qu'il y a ici. Donc là, il a été un peu déformé, le panorama, puisqu'on est proche du zénith. Et donc M92 se trouve à peu près ici. Donc il est moins évident à trouver néanmoins, mais par contre, il est sur une zone où il y a peu d'étoiles, où il y a peu de choses dans cette zone-là. C'est une zone qui est un peu dépouillée, donc en fait, il va ressortir très facilement malgré tout. Donc là, en fait, vous pointez la zone à la limite et vous faites des cercles de plus en plus grands. Et à un moment donné, vous allez le trouver. Donc il se photographie assez facilement, même sans autoguidage. Là, vous allez pouvoir le photographier donc 35 x 10 secondes à 800 de focale avec le Canon EOS 450D. Donc vous voyez, il n'y a pas de difficulté pour le sortir lui non plus. Nous allons continuer notre navigation dans le ciel, cette fois avec bien sûr la constellation de la Lyre que vous connaissez bien évidemment, elle est très célèbre. Constellation de la Lyre, donc avec l'étoile Vega qui est l'étoile la plus célèbre. Donc elle se trouve à gauche bien sûr de la constellation d'Hercule. Cette étoile donc de la Lyre, là vous allez noter un petit triangle équilatéral ici. Et l'étoile qui se trouve à gauche là, donc il s'agit de Epsilon, en fait est une double étoile double. Donc vous avez 2 étoiles qui sont chacune double en plus. Là-dessus vous avez donc ce parallélogramme et ici, entre ces 2 étoiles-là, il y a la petite nébuleuse M57. Donc avec une vue générale, vous pouvez retrouver effectivement la vue là sur la gauche, puisque c'est le cadrage du photostroke, vous pouvez voir qu'on tombe sans problème sur notre petite nébuleuse planétaire. Elle est observable sans difficulté, avec un télescope 215 comme les amas globulaires qu'on avait avant, il n'y a pas de souci. Elle est de magnitude certes 8, voire 9, mais elle est tellement petite qu'elle est bien concentrée. Donc sous la forme d'une tache diffuse, vous avez une assez bonne idée de sa dimension. Donc là vous avez la résolution astrométrique. Donc bien sûr à mesure que l'on va utiliser un peu plus de focale pour la photo, elle va pouvoir ressortir un peu plus facilement. Donc si je prends un 200-800 avec mon Canon EOS 450D, donc qui est certes défiltré, vous pouvez voir qu'on distingue déjà l'étoile centrale et qu'on distingue bien sa forme. Donc là on avait 35 x 10 secondes, donc vous voyez que, et sans autoguidage, donc vous voyez que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable quand le ciel est quand même pas mal. Donc ensuite je peux vous montrer une photo plus rapprochée, donc avec cette fois mon Sony A7S sur le télescope de 400 mm, donc 1800 de focale. Vous pouvez voir qu'on a déjà beaucoup plus de détails avec 2 étoiles supplémentaires, on devine les 2 autres là. Enfin, voilà, on a 2 étoiles supplémentaires, mais les étoiles sont vraiment bien distinguées. Vous pouvez noter qu'il y a énormément de coma auto, puisque je n'ai pas de correcteur de coma. Et donc là, on est à 146 x 2 secondes. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire avec un appareil photo numérique sur un Dobson Go2, même avec les problématiques de rotation de champ, et ensuite au traitement, ça se corrigera. Il y a suffisamment d'étoiles pour accrocher et pour compenser ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est faisable avec un FlexTube Skywatcher. Et avec des poses plus longues que moi. La dernière photo, elle est faite avec le télescope de 600 mm, 620 mm, donc de l'observatoire de Saint-Véran. Donc là, vous pouvez voir beaucoup plus de détails. On a encore une 5e étoile qui apparaît ici. Et on commence à vraiment avoir des détails sur notre nébuleuse planétaire. Alors c'est un tout petit peu bougé parce qu'il y avait beaucoup de vent ce soir-là dans la coupole, mais néanmoins on arrive à quelque chose de sympa. Nous allons continuer cette fois notre petite visite en allant nous intéresser à M56. Donc M56 en fait, pour ça il faut reprendre la constellation du Cygne qui est ici, avec Deneb, Gamma, ensuite on a encore une autre étoile, et là ici on a Albireo. Cette étoile Albireo qui est la tête du Cygne puisque les ailes sont ici. Cette étoile Albireo en fait va nous servir de repère, et on va partir
de M57 et de ce groupe là de 3 étoiles brillantes, et on va venir en fait faire à peu près un mi-chemin avec l'étoile Albireo. On a cette étoile là, et juste à côté ici on a M56 qui est un petit amas globulaire. Donc voici ce petit amas globulaire, vous voyez qu'il est moins spectaculaire que les autres, et on est dans une zone beaucoup plus dense en étoiles, puisque là on est beaucoup plus dans la Voie lactée. Alors on va continuer notre balade, donc vous pouvez noter de façon assez claire sur cette vue, mais beaucoup plus claire bien sûr avec l'équivalent sur smartphone, donc sur Sky Safari. Vous pouvez voir qu'on distingue là ici la Voie lactée avec des zones un petit peu plus sombres, et on va aller s'intéresser à quelques beaux détails dans la Voie lactée. Donc toujours la constellation du Cygne avec Albireo, une étoile dont j'ignore le nom, et on va justement aller s'intéresser à cette étoile là, puisque elle a une petite nébuleuse assez intéressante. Donc cette nébuleuse en fait c'est la nébuleuse de la Tulipe, donc SH2 101. Donc dans Sky Safari, alors ça dépend donc de la bien sûr de la version de Sky Safari que vous avez, vous tapez SH2-101 et donc Sharpless, c'est le catalogue Sharpless. Ici la nébuleuse de la Tulipe, elle est donc juste à côté de cette étoile brillante, donc à la limite le cadrage avec un appareil photo numérique sera pas forcément très difficile. Par contre, il s'agit d'une nébuleuse difficile à imager, puisque la zone est très dense en étoiles, et vous pouvez voir finalement qu'elle est littéralement bouffée par les étoiles environnantes. Par contre, quand on se rapproche, on peut voir quand même des beaux détails, et notamment une zone un peu obscure là, ces deux petites zones obscures là qui lui donnent, voilà, il y a cette forme un peu de fleur, c'est pour ça qu'elle fait penser à une tulipe. Une cible difficile là en l'occurrence. Donc là sur cette photo j'étais à 140 x 15 secondes, il faudra que je réessaye avec des pauses de 30 secondes parce que là on a quand même beaucoup plus de signal. On va continuer notre visite avec une autre cible assez intéressante qui fait partie du marathon de Messier. Il s'agit cette fois de donc M29. Donc là on va aller sur l'étoile Gamma, et à partir de l'étoile Gamma là on va avoir pas mal de choses. Donc vous avez la vue détaillée sur le smartphone, et à gauche là vous avez notre petite nébuleuse, enfin notre petit amas d'étoiles. Donc vous avez en fait deux étoiles ici qui doivent nous servir de repère, mais vous voyez que c'est pas évident et trivial d'aller se repérer. Donc notre petit amas est ici, mais en fait à l'oculaire vous voyez que avec un faible grossissement on peut quasiment la voir dans le champ en même temps que l'étoile Gamma. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va aller travailler, tout simplement pour aller l'observer. En photo, vous voyez que vous voyez quand même assez nettement que par rapport à toutes les étoiles environnantes, il se distingue peu finalement cet amas. Donc là on était sur 12 x 10 secondes, je n'ai pas insisté beaucoup plus, on était juste sur quelques étoiles, sans autoguidage avec le 450D. Non loin de cet amas, nous avons un tout petit peu sur la droite quelque part, nous avons une nébuleuse très intéressante. Ici en fait elle est beaucoup plus sur la droite, vous voyez qu'elle est à peu près à 2/5 entre Gamma et l'étoile qu'on avait vue tout à l'heure. Ici vous avez la nébuleuse du Croissant. Cette nébuleuse du Croissant est une très belle nébuleuse, elle a été créée en fait, je crois que c'est cette étoile au centre, donc c'est ce qu'on appelle une étoile Wolf rayée. Vous avez un épisode sur la chaîne 12 parsecs à ce sujet, et donc ce sont des étoiles ultra massives, bien plus massives par exemple que Bételgeuse, et qui déclenchent des phénomènes cataclysmiques, donc de choc dans l'espace. Et cette nébuleuse en est le résultat. Donc elle est tout à fait photographiable avec un appareil photo défiltré bien sûr, puisque là on a quand même aussi pas mal d'hydrogène, donc vous voyez en rose, vous avez du rouge et du bleu, hein, vous avez les deux composantes dans cette nébuleuse, et vous noterez par contre qu'elle est observable avec un télescope quand le ciel est très bon avec un filtre UHC. Donc cette photo c'est 92 x 30 secondes avec un Sony A7S, donc Astrodon, sur un télescope à f4. Je tiens à le préciser parce que c'est pas quand même une cible facile à photographier,
il faut avoir quand même suffisamment de temps de pause par rapport à l'échantillonnage, de temps de pause unitaire pour arriver à accrocher le signal quelque part. Alors naturellement, cette zone-là, vous pouvez voir sur l'application Sky Safari qu'il y a aussi énormément qu'il y a une très grande nébuleuse à proximité. Cette nébuleuse, elle s'appelle la Gamma Cygni Nebula, puisque vous avez Gamma de l'étoile du Cygne qui est ici. Et cette zone est absolument immense, donc là je vous le montre cette fois en repère de coordonnées équatoriales, avec le nord vraiment en haut et le sud en bas. Vous retrouvez ici la nébuleuse du Croissant, vous retrouvez M29 ici, et l'étoile Gamma du Cygne qui est ici. Cette zone donc est très très riche en nébuleuses, et elle vaut vraiment le coup d'être photographiée, donc avec un appareil photo défiltré bien sûr, et on peut travailler vraiment à toutes les focales tant elle est énorme. Donc avec un télescope de 250 mm de diamètre et de 1200 de focale, on pourra s'intéresser vraiment à la nébuleuse du Croissant ici. Par contre, effectivement, si vous avez un 200-800 avec un full frame, vous pouvez faire des dalles comme ça. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos pour constituer cette grande mosaïque. Donc voici cette mosaïque un petit peu agrandie là. Et là, vous pouvez voir effectivement qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Déjà, on a un nombre hyper important d'étoiles puisqu'on est en plein dans la Voie lactée. Vous avez des nébuleuses par émission. Ici, donc, cette nébuleuse créée par l'étoile Wolf-Rayet. Vous avez des nébuleuses diffuses ici. Vous avez un amas ouvert. Vous avez cette fois des nébuleuses obscures, donc créées par des poussières qui viennent masquer les étoiles et la lumière qui provient des nébuleuses. Vous voyez que vous avez des zones complètement découpées dans tous les sens ici. Vous noterez vraiment aussi le phare en plein milieu qui est donc l'étoile Gamma. Et là vous avez encore différentes autres cibles dans notre nébuleuse qui est énorme. Donc là je les distingue sur la droite, ici là un amas, ça doit être celui-ci. Donc c'est 1311. Et vous en avez plusieurs là encore. Vous voyez cette zone est très très riche en détails et vous pouvez la photographier un peu à toutes les focales tant elle est immense. Donc pour vous rendre compte un peu de la dimension de la zone, là vous pouvez voir par rapport aux étoiles environnantes, on est sur vraiment toute cette zone là, c'est vraiment très grand. Nous allons continuer notre visite avec une petite surprise un peu amusante. Il s'agit donc de la nébuleuse NGC 6826. Donc pour la retrouver, on va prendre les ailes de notre constellation du Cygne et sur l'aile nord ici, nous avons ce groupe d'étoiles là et en revenant un petit peu en avant là ici, donc c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup d'étoiles, donc il faut être très méthodique et là faire une recherche à l'oculaire et à la carte. Nous avons une petite surprise ici, une petite nébuleuse planétaire, elle est toute petite, donc quand vous allez la rechercher, vous n'allez pas la voir, il faut vraiment être très méthodique. Voici la zone de cette nébuleuse planétaire et vous pouvez observer finalement que cette nébuleuse planétaire n'est pas franchement évidente au départ. En fait, quand on force un petit peu le traitement de l'image, là on commence à voir un cercle, un halo autour de notre nébuleuse. Donc si on se rapproche, on voit un cercle autour d'elle. Il s'agit donc d'une nébuleuse planétaire, d'une étoile qui, à la fin de sa vie, a libéré de la matière dans l'espace et s'est transformée donc en naine blanche qui continue d'illuminer cette zone, ce disque de matière. Mais la propriété de cette nébuleuse, c'est que lorsque vous allez l'observer, vous n'allez pas la voir finalement, et lorsque vous allez détourner votre œil, elle va apparaître de façon beaucoup plus évidente. La raison, elle est simple, donc c'est la raison pour laquelle déjà on l'appelle la Blinking Nebula, la nébuleuse qui clignote. Et la raison en est simple, c'est qu'en fait le centre de votre œil est tapissé essentiellement de cônes, et beaucoup moins sensible que la périphérie de votre œil qui est tapissée de bâtonnets, essentiellement bien sûr. Et donc c'est le principe de la vue décalée, quand vous regardez en face de quelque chose, et bien vous avez une zone de l'œil qui est moins sensible. Et quand vous vous décalez, vous avez donc une zone plus sensible de l'œil qui est sur
votre nébuleuse planétaire, et là à ce moment-là vous allez arriver à la voir. Ce phénomène apparaît à peu près à tous les télescopes, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de télescopes, même de grand diamètre, qui vous permettent de la voir vraiment de face. C'est une question de luminosité surfacique, c'est pas une question de diamètre de l'instrument. Alors revenons sur notre constellation du Cygne avec une cible un petit peu délicate à trouver également, il s'agit de M39. Donc M39, pour la trouver, c'est beaucoup moins évident puisqu'on va partir de notre étoile d'Éneb ici, et il va falloir aller naviguer. Vous avez ce groupe de 3 étoiles ici, vous avez visiblement une étoile là un peu plus lumineuse qui est celle-ci. On va revenir un peu en arrière et là on voit une zone un petit peu un halo. Il s'agit d'un petit amas ouvert. Alors ce petit amas ouvert bien sûr ne ressort pas très bien en photo, parce que vous noterez que vous avez des étoiles lumineuses là. À l'oculaire il est sympa à observer parce que ces étoiles sont quand même relativement lumineuses par rapport au diamètre de l'instrument. Donc là vous avez, donc ça reste une cible facile à photographier, 45 x 10 secondes, il n'y a pas besoin de beaucoup. Tout à l'heure la Blinking Nebula, il n'y avait pas besoin de beaucoup non plus, c'était 62 x 10 secondes, donc vous voyez que ça peut être photographié avec à peu près tous les instruments, il n'y a pas de souci. Alors nous allons continuer notre visite du ciel, nous allons nous intéresser au nord. Alors vous avez la constellation de Cassiopée ici, que nous avons vue dans le ciel d'hiver, elle est plus basse là, ici. Au-dessus d'elle, nous avons la constellation de Céphée, que nous verrons bientôt dans l'épisode prochain. Et nous allons revenir sur la Grande Ourse et la Petite Ourse. Donc la Grande Ourse, vous la connaissez à gauche, vous savez la distinguer, là je pense qu'il n'y a pas de difficulté majeure. La Petite Ourse, on la retrouve à partir donc du bas de la casserole, du bout de la casserole. Et vous remontez ici. Entre les deux, si vous prenez cette étoile où vous aviez M109, donc c'est cette étoile-ci. Et si vous prenez l'étoile polaire, ici, un peu avant le milieu, plutôt à peu près à 2/5, on va dire, vous avez cette étoile ici qui est la queue de la constellation du Dragon. Quand vous remontez ici, là, hop, donc on se retrouve ici, on remonte sur ce groupe-là, 1, 2, 3, on continue ici. Donc là, on est vraiment quasiment au zénith. On vient complètement contourner la Petite Ourse. On vient faire ce tour-là à travers ces étoiles-là. Donc c'est par exemple celle-ci. Donc vous retrouvez ici. Ensuite, vous remontez ici et vous avez la tête du dragon. Et vous avez une cible assez amusante ici. Donc, vous partez de ces deux étoiles-là. Vous voyez, il faut quand même les trouver. C'est pour ça que je vous montre tout le chemin de la constellation du Dragon, qui est très grande, c'est une des plus grandes constellations. Et donc à partir de cette étoile, vous voyez qu'on est à 2 diamètres d'un oculaire de faible grossissement. Là vous avez NGC 6543. Donc, pas évidente à trouver. Bien sûr, il s'agit d'une petite nébuleuse planétaire. Et je peux donc vous la montrer, il s'agit d'une photo faite par Lionel Guillonnet avec un Maksutov 180-2700. Donc si preuve était encore nécessaire que l'on pouvait faire de la photo du ciel profond avec un télescope donc de type Maksutov avec un rapport focal sur diamètre très élevé, c'est tout à fait possible une nébuleuse planétaire. Donc je précise, il n'y a pas de planète, il s'agit simplement au départ. Historiquement, ça faisait penser à des planètes quand on les observait et qu'on ne savait pas encore ce que c'était. C'est pour ça qu'elles ont eu cette qualification, mais on avait bien noté qu'elles ne bougeaient pas. Et donc, cette petite nébuleuse planétaire, eh bien, elle est photographiable aussi avec des instruments de longue focale, elle est observable avec des lunettes astronomiques ou des petits télé. Voilà, et ce ne sera pas forcément quelque chose de très spectaculaire à observer, mais par contre il y a toujours un petit peu son défi. Alors voilà, simplement vous montrer un petit peu ce qu'elle donne à travers, donc on retrouve les mêmes couleurs, voilà ce qu'elle donne à travers des photos. Donc vous pouvez voir qu'elle est absolument somptueuse, cette nébuleuse planétaire. Donc là c'est un petit défi. Alors pourquoi je vous la montre là, c'est qu'elle est quasiment en plein zénith en cette période de l'année, donc c'est vraiment le moment pour chercher à l'observer et à la photographier. Donc là, la nébuleuse que nous venons de voir, c'était la nébuleuse de l'œil de chat.
Voilà, donc de notre constellation du Dragon, on va revenir sur notre triangle d'été. Et on va revenir ici donc sur Deneb, de la constellation du Cygne. Et on va aller s'intéresser à d'autres petites surprises intéressantes. Donc, ce que nous allons voir maintenant à partir de Deneb ici, vous pouvez remarquer que vous avez en dessous d'elle 2 petites étoiles brillantes là, et vous avez une étoile un peu plus brillante ici. Et cette zone-là, vous avez 2 très très belles nébuleuses. Il s'agit de la nébuleuse du Pélican et de la nébuleuse de l'Amérique du Nord. Donc je peux vous les montrer en coordonnées équatoriales, ce sera un petit peu plus facile pour se repérer. Vous pouvez voir que la zone est absolument énorme, même sur donc un full frame à 800 de focale. La nébuleuse du Pélican se trouve sur la droite, entourée par ces deux, un peu délimitée par ces 2 étoiles. Donc en fait on a le haut du crâne du Pélican et on a son bec ici. Donc cette zone, voilà, ça fait vraiment penser à la tête d'un pélican. À gauche l'Amérique du Nord, là aussi c'est assez évident, on reconnaît le Mexique ici. Le golfe du Mexique, la Floride, les États-Unis font cette zone-là, et puis le Canada ici. Donc c'est une nébuleuse, là il s'agit de 4 photos assemblées qui font à peu près 20 minutes de pause, chacune par pause de 30 secondes avec le Sony A7S, donc à f4 sur le 200-800. Donc là aussi à photographier, c'est une cible à photographier avec un appareil photo défiltré bien évidemment. Un peu à toutes les focales finalement, parce que vous avez remarqué que la zone est assez énorme. Par contre, il faut poser quand même suffisamment pour pouvoir accumuler suffisamment de signal pour aller révéler les zones. Mais vous pouvez voir que quand on se rapproche, il y a vraiment des volutes un peu partout. Et là, voilà, il y a des très beaux fronts colorés. Elle est vraiment magnifique cette nébuleuse. Sincèrement, ces 2 nébuleuses sont vraiment superbes à observer. Moi je suis vraiment très fan de ces 2 nébuleuses. Nous allons donc continuer notre visite du ciel avec une cible difficile à trouver mais très intéressante à photographier. Il s'agit de la nébuleuse du Cocon. Donc nous l'avons dit, nous avions Deneb et nous étions ici avec ces 2 petites étoiles là, et puis nous étions dans cette zone là. La nébuleuse du Cocon, pour la retrouver, en fait, on va se baser notamment sur la constellation du Lézard. Donc la constellation du Lézard commence par ce triangle, on dirait un petit peu. Elle fait ces différents coups de serpent là. Voilà. Elle se termine ici. Voilà. Donc à partir de la constellation du Lézard et notamment de cette étoile là, on peut essayer de remonter vers ces 2 étoiles brillantes là. Donc ça, je pense pas que ce soit forcément facilement des étoiles visibles à l'œil nu, c'est pour ça qu'on la pointe aux coordonnées. Donc il s'agit de IC 5146 et c'est vraiment une très belle nébuleuse. Alors cette nébuleuse du Cocon, pourquoi elle est très intéressante? C'est parce qu'elle nous offre 3 zones différentes. La première chose, c'est que son cœur déjà est constitué avec ces zones donc rouges, donc soit de l'hydrogène, soit du soufre. Il faudrait faire une étude SHO. Elle est entourée par une zone bleutée, donc là il s'agit de l'oxygène. Et ensuite elle est surtout entourée d'une zone de nébuleuse obscure tout autour, donc ils sont des poussières qui masquent les étoiles. Là c'est très évident ici que, il n'y a pas de raison statistiquement qu'il n'y ait aucune étoile dans cette zone-là. On sent bien que c'est de la poussière devant les étoiles. Là on le sent bien. Et puis en plus de ça, vous avez ces zones obscures au centre. Donc elle est photographiable, elle est intéressante parce qu'elle est photographiable à plusieurs focales. Si vous avez un plan large, vous allez pouvoir mettre en évidence la totalité de la nébuleuse obscure. Elle est assez longue, il y en a encore sur le côté. Donc je peux vous montrer un peu ce que ça donne sur la vue sur Sky Safari. Alors le problème, c'est que Sky Safari ne nous montre pas la nébuleuse obscure. Ça doit pouvoir se paramétrer. Et par contre, si vous avez effectivement un instrument avec beaucoup de focales, là vous allez pouvoir chercher de la résolution à l'intérieur du cœur de la nébuleuse. Donc elle est vraiment très intéressante à photographier celle-là. Donc là ici vous avez 108 x 15 secondes. Revenons maintenant à notre ciel et on va revenir cette fois sur la constellation du Cygne complètement. Puisque là on a encore une belle surprise avec la constellation du Cygne, donc une des très grandes constellations bien évidemment. Nous l'avons dit, nous avons Deneb qui matérialise la queue du Cygne. Vous avez Gamma, vous avez encore une autre étoile, vous avez Albireo ici qui est une très belle étoile double qui a 2 couleurs, donc qui est observable avec tout télescope finalement sans problème. Vous avez, je crois que c'est une verte et une jaune. Vous avez
une aile côté ouest avec la Baking Nebula là, et vous avez une aile côté sud ici. Cette aile côté sud, on va aller s'intéresser à partir de cette étoile là, et on va aller chercher cette étoile ici, et nous allons aller voir une nébuleuse extraordinaire. Et tous ceux qui la connaissent sont unanimes pour le reconnaître. Il s'agit donc de SH203, aussi connu sous le nom des dentelles du cygne. Donc ces dentelles du cygne correspondent en fait à ce qu'on appelle une coquille de noix, c'est-à-dire le résultat d'une supernova, mais tellement grand dans l'univers finalement qu'ils sont détachés et dissociés les uns des autres. Donc cette étoile dont je vous parlais, de ce triangle un petit peu comme ça, cette étoile ici à droite, donc je vous la remonte sur la vue globale, il s'agit de cette étoile ici. Et bien vous la retrouvez ici, et quand vous la pointez, donc on la voit à l'œil nu, on peut la pointer au chercheur point rouge, et donc là effectivement elle est intéressante à aller pointer. Donc avec un télescope, si le ciel est très très pur, même sans filtre, vous allez distinguer ce trait là ici, même à 150 mm de diamètre, puisque cette nébuleuse est, mine de rien, beaucoup plus facilement observable qu'on ne le croit. Ceci dit, il y a des points de vigilance. Donc cette petite partie là, donc il s'agit de NGC 6960, c'est ce qu'on appelle la petite dentelle. Vous allez pouvoir observer la partie bleue, les parties rouges vous ne les verrez pas. Si vous avez un filtre contre la pollution lumineuse, même sous un très bon ciel, voire même un filtre UHC-S ou UHC, voire même aussi un filtre oxygène 3, vous pouvez les utiliser. Ça va venir assombrir le fond de ciel, diminuer la luminosité des étoiles, et ça va vous permettre de mieux les détacher. La deuxième partie de cette nébuleuse, donc du cygne, des dentelles du cygne, c'est cette partie-là, c'est le triangle de Pickering. Donc il s'agit cette fois de NGC 6974, et vous pouvez voir qu'il y a énormément de détails et de magnifiques volutes. On est vraiment sur quelque chose de splendide. Vous avez un petit bout ici là, NGC 6979, qui est moins évident. Enfin sur la gauche, vous avez celle que l'on appelle la grande dentelle. Alors celle-là, si le ciel est très pur, vous pouvez aussi peut-être la voir un petit peu sans filtre, mais par contre avec un filtre, elle est exceptionnelle à observer. Et alors dans un télescope de 600 mm de diamètre, je peux vous assurer que c'est stupéfiant à observer. Même avec un 400, c'est fabuleux. Donc là aussi, les parties rouges, vous ne les verrez pas, vous verrez les parties bleues. Enfin bleu-verte, il s'agit de l'oxygène 3, et vous pouvez voir qu'elle est stupéfiante de détails. Alors cette zone donc des dentelles du cygne est absolument colossale, puisque le diamètre de la pleine lune fait à peu près ça à l'intérieur, donc vous voyez qu'on fait 6 fois sur 8 fois la dimension de la pleine lune. Le bout, là ici, vous avez encore une partie de cette nébuleuse, donc des dentelles du cygne. Vous voyez, on a 8 fois le diamètre de la pleine lune sur 6 fois le diamètre de la pleine lune, sans problème, la pleine lune fait cette taille d'à peu près. Et donc, contrairement à ce que l'on peut croire, c'est pas une question de diamètre en fait pour l'observer. Plus vous aurez de diamètre, plus vous allez pouvoir aller voir les détails de près. Mais en revanche, même avec une lunette, donc un chercheur de 50 mm de diamètre et un filtre UHC, vous arriverez à la voir. C'est tout à fait faisable si le ciel est bon. Alors nous allons continuer notre visite donc du triangle d'été. Là encore, on se promène toujours dans la Voie lactée. On a trois autres constellations à aller voir. Vous avez la constellation de l'Aigle qui est ici, donc elle pointe vers le bas comme ça. Mais ce qui va nous intéresser se trouve avant. Donc déjà sur la gauche de la constellation de l'Aigle, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez ici une petite constellation qu'on appelle la constellation du Dauphin. Donc je me remets en coordonnées azimutales. Donc ce petit losange là est très caractéristique avec une petite queue, pas de problème. Au-dessus de la constellation de l'Aigle, plus difficile à trouver, là ici vous avez un groupe d'étoiles assez caractéristique, et c'est la constellation de la Flèche. Cette constellation de la Flèche, elle va nous servir de repère pour aller observer trois choses. La première, c'est que quand vous allez remonter ici vers ce groupe d'étoiles là, donc il n'est pas évident à distinguer bien sûr, et vous avez ici
Donc en fait, hop, et le nord il est vraiment par là. Donc si vous avez une monture équatoriale, là vous travaillez sur l'axe de déclinaison à partir de cette étoile. Vous le voyez très très nettement ici sur la carte de Sky Safari. Et donc ici vous avez la nébuleuse M27. Sinon vous allez globalement en direction de Deneb ou plutôt de Gamma du Cygne. Voilà, c'est à peu près ça la direction. Non, c'est même pas Gamma du Cygne en fait, c'est cette étoile là. Vous allez en direction de cette étoile là à partir de celle-ci. Voilà, hop. Et vous allez la retrouver ici. Il s'agit de M27, la nébuleuse de l'Altaire. Donc je peux vous la montrer faite avec le 200 000, donc le 450D, hein, toujours sur le télescope 200 000. C'était une de mes premières photos quand j'avais commencé l'astrophotographie. Donc là, non, 200-800, pardon, c'était toujours le 450D avec 15 fois 20 secondes. Donc vous voyez qu'elle sort très très vite, il n'y a pas de difficulté, on arrive à avoir du détail. Donc avec un appareil photo APS-C, il n'y a pas de souci sur cette cible-là. Si vous allez sur un appareil photo qui est plus sensible, alors là il s'agit du Sony A7S, vous voyez que la taille de l'image est plus petite puisque la taille des pixels du A7S est plus grande. Vous allez commencer à distinguer des petites volutes là sur les côtés encore. Donc vous voyez qu'elle est plus grande que le simple anneau. Elle est très très intéressante à observer avec un télescope, voilà, quel que soit le diamètre. Un filtre UHCS, c'est que du bonheur pour pouvoir l'observer. Elle va vraiment bien se détacher par rapport au fond du ciel. Et vous allez voir qu'elle est vraiment très très intéressante à observer. Enfin, avec un télescope de 400 mm de diamètre, hein, donc là vous pouvez voir que j'ai encore beaucoup de problématiques de coma, puisque j'avais pas de correcteur de coma à l'époque sur le 400. Avec des pauses qui sont pas forcément très très longues, hein. Là en l'occurrence j'avais de mémoire des pauses de 6 secondes. Et bien vous pouvez vous apercevoir qu'on va pouvoir montrer encore plus de choses, hein. Donc celle-là elle est vraiment très très sympa à photographier, même avec donc un télescope de 400 mm de diamètre et 1800 de focale. Donc pour les propriétaires des FlexTube Skywatcher Go 2, mettez un appareil photo au foyer, faites des photos même simplement de 30 secondes, vous allez voir qu'elle va sortir, il n'y a aucun souci. Là j'ai des pauses de 6 secondes, hein, donc vous pouvez aller faire beaucoup mieux que ça sans problème. Par contre il faut un correcteur de coma, bien évidemment. Si on revient sur la constellation de la Flèche, entre ces deux étoiles là, vous avez ici une petite nébulosité que vous devinez sur cette image. Donc il s'agit de M71, qui est un petit amas globulaire. Donc je vous remontre sur l'application Sky Safari un petit peu ce que ça donne. Il se trouve ici. Et donc ce petit amas globulaire, vous voyez qu'il n'est pas très très grand, il n'est pas très très dense. Il est dans une zone qui est très très fournie en étoiles, mais ça fait partie des objets observables avec un télescope amateur. Une lunette de 100 mm ou une lunette de 70 voire 90, vous allez pouvoir l'observer. Pour les propriétaires d'une paire de jumelles, à partir de ces deux étoiles et en remontant plus ou moins en direction de la constellation de la Lyre, un petit peu sur la droite, là vous avez ce groupe d'étoiles ici. Ce groupe d'étoiles, en fait, il est très sympa, donc il est ici. Il s'agit de CR399, donc CR, ça signifie Colinder. Voilà, Colinder 399. Donc c'est le coat hanger, c'est-à-dire l'amas du cintre. Et voilà ce qu'il donne avec un temps de pause quand même assez conséquent, avec donc autoguidage 60 par 30 secondes, donc là on est déjà à un quart d'heure de pause quand même avec le Sony A7S. Vous pouvez voir qu'il y a un petit amas ouvert à proximité également là, NGC 6802 là, que l'on arrive à bien ressortir. Vous pouvez voir des zones de nébuleuses obscures qu'on arrive à bien voir, et en même temps vous voyez la densité de la Voie lactée. Donc là on a quelque chose de très 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 intéressant. Alors après avoir fait cette navigation dans le triangle d'été, on va en ressortir pour revenir vers la constellation du Serpentaire. Donc la constellation, vous la remarquez, elle est au-dessus de la constellation du Scorpion ici. Vous avez Antares ici et ces étoiles verticales là. Vous aviez la constellation de la Balance là. Et donc au-dessus de tout ce petit monde, vous avez la constellation du Serpentaire qui fait, je le rappelle, cette forme-là. À gauche là, vous avez comme ce petit bras
avec une main, enfin je sais pas trop comment il faut la représenter, mais on marque ces 3 petites étoiles. Et à côté de cette petite étoile là, on a une petite surprise, il s'agit de l'étoile V2500 Ophiuchi. Donc c'est aussi connu sous le nom de l'étoile de Barnard. Donc vous avez Barnard, B-A-R-N-A-R-D, Barnard Star, et c'est ce que vous choisissez. C'est une étoile de magnitude 9,5. Elle est située donc non loin de cette étoile brillante qu'on a vue. Et cette étoile, elle a une petite propriété, vous allez voir. Si je vous montre donc cette photo, vous allez avoir quelques difficultés à me dire quelle est l'étoile de Barnard. Cette photo a été faite été 2018. Et voici une autre photo faite été 2019. Vous pouvez voir qu'entre ces 2 photos, eh bien, il y a une étoile qui s'est déplacée ici. Il s'agit de l'étoile de Barnard. Elle se déplace de 10 secondes d'arc chaque année. Donc en faisant des recherches sur internet, j'ai réussi à retrouver une petite indication qui nous indiquait les positions observées par le passé. 1937, 1949, 1960, 2006, 2014, 2018, 2019 et j'ai bien l'intention cette année de faire une photo pour 2020. Donc cette étoile, elle a comme propriété de se déplacer, elle est située à 6 années-lumière de la Terre, c'est une des plus proches finalement, et c'est surtout une des plus rapides en déplacement apparent, c'est l'étoile la plus rapide en déplacement apparent, et donc observable finalement, la constatation peut être faite sur une durée de vie humaine. Vous pouvez noter que de 2006 à 2019, elle a déjà fait ça, donc dans 15 ans, elle passera quasiment ici, donc ça risque d'être amusant. Donc on va revenir sur notre vue globale donc de notre constellation d'Ophiuchus et donc du Serpentaire, et nous allons repartir de ce groupe d'étoiles là et de cette étoile là. À mi-chemin, vous allez trouver cette étoile brillante là, si je ne me trompe pas, un 2/3, un 2/5 à peu près entre cette étoile là et ce groupe. Et donc cet amas ici, M14, est un amas globulaire qui est très très beau. Voilà ce qu'il peut donner, donc fait avec le Canon EOS 450D sur le 200-800. Donc vous voyez que ça sort aussi très très vite puisqu'on était à 20 x 10 secondes. À quelques distances, donc là ça nous fait penser presque un petit peu à la constellation du Cocher avec M37, 38 et M36. Et bien là, vous en avez encore un peu 2 autres à observer dans cette constellation. Donc ils sont pas forcément évidents à trouver, mais on peut partir peut-être de cette étoile-là, revenir vers la gauche, ou au contraire partir effectivement de M14. Donc M14, on a dit, il était plutôt situé par là. On va essayer de revenir vers le centre du Serpentaire. Une possibilité, c'est peut-être de partir de cette étoile-là et d'essayer de remonter vers celle-ci et de s'arrêter au premier tiers. Ça peut être une possibilité. Et donc là, vous avez M10 et M12. Donc en fait, quand vous en avez un, ça va pas forcément être très difficile pour aller retrouver le deuxième. La difficulté, c'est de ne pas les confondre. Voici ce que peut donner M10. Vous voyez qu'il est un petit peu moins dense que M14. Et voilà ce que peut trouver M12, qui est un peu plus gros que M10. Donc là encore, des amas globulaires. Je le rappelle, on les observe avec tout le panel oculaire que l'on a. Enfin, et on va terminer cet épisode avec celui-ci, à partir de cette étoile de la constellation du Serpentaire, et finalement pas très très loin, parce que là il s'agit de 2 diamètres du champ apparent de votre oculaire. Donc par ici, vous avez, on le devine, ça doit être sans doute cette petite tache là, vous avez encore un autre amas globulaire, il s'agit de M107, et M107 donc est un peu moins dense que les précédents, mais reste intéressant à observer. Et là aussi, tous les amas globulaires sont observables avec à peu près tous les instruments amateurs à partir d'une lunette de 60 mm. Ainsi donc se termine donc notre épisode sur les constellations de printemps. Donc nous avons vu quand même là encore à nouveau une grande zone du ciel avec énormément de choses à observer, et je vous souhaite beaucoup de plaisir à aller naviguer dans cette zone là. Il y en a pour tous les niveaux à photographier ou à observer. Voilà, donc ce deuxième épisode consacré
à l'observation du ciel de printemps, mais qui correspond également au ciel de début de nuit en été, en particulièrement sur le mois de juillet, touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas donc à laisser un petit mot dans l'espace commentaire, à le partager autour de vous pour permettre à un maximum de personnes de se lancer dans l'observation du ciel profond. Vous l'aurez compris, il est bien évidemment conseillé de quitter les villes pour aller sur un ciel beaucoup plus préservé de la pollution lumineuse. Vos objets naturellement ont beaucoup plus de contraste par rapport au fond de ciel, et l'utilisation d'un filtre comme un filtre UHCS ou UHC sera vraiment à recommander pour l'observation des nébuleuses. N'hésitez donc pas à partager cet épisode autour de vous, à laisser un mot dans l'espace commentaire, vous savez comment soutenir la chaîne. Je vous souhaite de très bonnes observations avec voilà, la douceur aussi des nuits de l'été. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.